Moi, c'est Timmerman. On va tâcher d'aller assez vite. Pourquoi Timmerman? À la fin du Requiem, pour un jeune poète de Timmerman, qui est une œuvre de 69, les voix de mai 68 vont faire irruption dans la situation musicale. Alors, je vous propose, c'est le plus simple, de commencer par ça. Donc, la fin du Requiem, vous allez entendre successivement. C'est une œuvre qui dure plus de 60 minutes, hein, mais il va y avoir les bruits de manifestation, mai 68 parisienne, etc. On les reconnaît. Ensuite, une longue citation d'un poète allemand, Konrad Bayer, en allemand, mais dont je vous ai donné la traduction. Et puis, ça va se terminer par un cri Dona nobis pacem. Et c'est la fin du Requiem. Donc, commençons par ça. C'est juste avant les manifestations, hein. Enfin, vous avez... Plus fort ou... Wie jeder weiß, wie jeder wusste, wie alle wussten, wie alle wissen. Wissen das alle? Das können unmöglich alle wissen. Wie manche wissen. Was manche Arbeiter, Bauern, Generale, Staatsmänner wissen. Wie viele Menschen wissen. Was fast alle Menschen wissen. Fast alle Menschen wissen das. Alle Menschen sollten das wissen. Was jeder Mensch wissen sollte. Mancher Mensch weiß es. Was ich wusste. Wie ich wusste. Wie ich, Max der Oppenheimer und die Damen wussten. Wie ich und Milita Mendel wissen, wie Nina und ich wussten, wie jeder sehen kann, wie fast jeder sehen kann, wie jeder aus einiger Entfernung sehen kann, wie jeder sehen kann, wie jeder Mensch sehen kann. Voilà, la fin de l'œuvre. Donc c'est exactement comme ça qu'on l'entend, ce qui veut dire qu'il y a toute une partie, ce qui est très frappant quand c'est donné, comme vous le voyez, c'est que le chœur se tait pendant une grande partie de la chose. Alors, quel rôle ces voix de mai 68 jouent-elles ici en conclusion d'une œuvre musicale si singulière? Voilà ce que je voudrais thématiser ici, selon le point de vue d'un compositeur pour qui ce requiem fonctionne comme un défi. J'essaierai de vous expliquer rapidement, in fine, de quelle manière. Alors, pour thématiser ça, repartons rapidement du compositeur et de la place qu'occupe le Requiem dans son œuvre. Alors bon, là, je vous donne simplement la partition finale du Dona nobis pacem.
qui est retranscrit par moi, enfin reproduit par moi, c'est pour vous indiquer la simplicité aussi musicale considérable du matériau. Vous allez voir que c'est un élément qui pour moi est important dans cette œuvre. Alors, Zimmermann, Bertrand Louis Zimmermann, donc 1918-1970, les grandes étapes de sa vie. Bon, il naît à Cologne, il va naître et mourir à Cologne. Hein, donc c'est un homme de Cologne, donc aussi contemporain de Stockhausen et rival de Stockhausen. Il est appelé en 1939 sous les drapeaux, donc il a 21 ans. Il va être aide vétérinaire en Pologne, en France et en Russie, et il va être réformé en 1942 pour des raisons de santé. À mon avis, cette expérience de la guerre est centrale chez lui, enfin d'ailleurs il le dit, c'est même pas. Mais elle va l'être surtout sous la forme, il faut quand même rappeler qu'il était donc dans l'armée allemande, mais l'armée allemande c'était quand même l'armée nazie. Donc apparemment, évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'exaction, il n'a jamais tiré sur personne, mais enfin n'empêche qu'il s'est trouvé quand même dans l'armée nazie, en Pologne, en France, en Russie, sans visiblement à trouver les ressources subjectives propres pour poser un acte quelconque de distance par rapport à ça. Je rappelle quand même qu'un certain nombre d'Allemands ont été capables de le faire dans la même époque. Et j'aime à citer cette référence quand même fameuse de Dietrich Bonhoeffer, qui l'a fait en 39-40 sans que pour autant, en même temps, il soit aussitôt fusillé. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui trouvaient les moyens de l'intérieur même de la société nazie de se mettre à distance de la chose. Lui n'a pas su la trouver. Et j'ai l'impression qu'après toute sa vie, il va porter ça comme une espèce de culpabilité. Et il va le thématiser, comme je vais le rappeler après, comme une manière de dire finalement... Pour lui, la guerre va devenir l'emblème des situations, finalement, des situations qu'on peut dire atones, c'est-à-dire dans lesquelles, finalement, tous les gens sont jetés contre leur gré sans avoir aucun moyen d'y inscrire quoi que ce soit. Je crois que c'est cette tonalité générale qui va marquer Zimmermann pour toute sa vie. Donc, 1942, il est réformé, il fait de la musique. En 1947, l'opus 1 de son catalogue. Je donne les grandes étapes, la chose très importante en 1965, la création de son opéra Die Soldaten, qui est justement, d'ailleurs, un opéra qui porte sur la guerre, les soldats, vous allez voir justement, on y retrouve cette même figure de la guerre comme une situation dans laquelle on ne peut rien faire. Le Requiem dont on vient donc qui va être au cœur de notre propos, Requiem pour un jeune poète, et un an après, il se suicide à Cologne, ce qui est aussi inscrit d'ailleurs cette tonalité du suicide, comme vous allez voir, comme une tonalité récurrente à différents propos dans l'œuvre et dans la vie de Zimmermann. Je rappelle aussi, enfin je rappelle, mais il y a un incident, on sait qu'en 68, il reçoit une décoration de l'Académie des Arts et il va se trouver attaqué par les étudiants de la gauche radicale, qui évidemment s'attaquent à tous les emblèmes officiels, etc. Et visiblement, Zimmermann va absolument pas comprendre comment ça se fait qu'il puisse être attaqué, et il est déjà dans une situation dépressive, ça va accentuer, on va dire, son rapport dépressif à la situation générale. Bon. Alors, son œuvre, je vais... Alors, quelques traits quand même de sa personnalité musicale avant de passer à son œuvre, pour vous donner une tonalité. Donc, il a un décalage générationnel comme compositeur qui est important. Les 12 ans, on va dire, justement, de la guerre, 33-45. Donc, il va se sentir musicalement contemporain de la génération de 25, de celle de Stockhausen, mais en même temps, d'un point de vue générationnel, en ayant 10 ans de plus. Hein. Donc, un espèce de décalage qui va marquer sa personnalité. C'était quelqu'un qui était moins, on peut dire, soucieux de novation que de synthèse, donc moins essayer de faire des percées, on va dire, du point de vue de l'organisation musicale, que de synthétiser ce qui existe. Quelqu'un qui était soucieux dans la composition de maintenir à la surface des œuvres des événements facilement identifiables. Ça, c'est une chose qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une complexité assez grande du matériau sonore, mais en même temps, en surface, on a toujours des choses auxquelles on peut se raccrocher, des motifs. Ça, c'était un trait frappant de sa manière d'écrire. Ces œuvres ne sont pas en rupture avec le passé, mais veulent au contraire sauvegarder quelque chose, la signification profonde de la musique du passé. Il avait une éducation catholique. Il avait travaillé l'orgue à l'adolescence. Enfin, d'ailleurs, il y a un certain nombre de traits, je dois dire, qui me font plaisir à signaler parce que je m'y retrouve moi-même. Il a pratiqué beaucoup la citation, justement, la citation d'œuvres du passé. Il avait aussi un rapport vivant au jazz. Et puis cette rivalité qui, encore une fois, a traversé un peu toute sa vie avec Stockhausen, qui était 10 ans plus jeune que lui et qui était la personnalité musicale importante de la ville de Cologne, alors que lui-même était finalement un peu en retrait. Si vous voulez... Pardon. Martin Cadieux qui est... alors son œuvre est assez restreinte, il y a 39 opus. Si on retire son opéra, ça fait une dizaine d'heures de musique, donc c'est important, mais en même temps, c'est quand même assez restreint.
Les œuvres peut-être les plus notables, bon, il y a un concerto pour trompette, justement, qui reprend le thème fameux du gospel Nobody Knows the Trouble I've Seen. Présence, un ballet de 1961. Une chose qu'on entend assez souvent ici, la musique pour les soupers du roi Hugo, qui est un ballet, et puis l'œuvre terminale qui s'appelle l'Action ecclésiastique, qu'on a, bon, et disons avec ces quatre-là, plus 10 Soldaten et Requiem, on a une espèce de frappe comme ça des œuvres les plus importantes de Zimmermann. Ses écrits, c'est quelqu'un qui a pas mal écrit, qui a écrit sur la musique, mais à mon avis, le rapport qu'il a à l'écriture est un rapport subordonné à la composition. Je ne crois pas, on va dire, dans mes catégories, que ça soit véritablement une intellectualité musicale constitutive. C'est plutôt quelque chose qu'il fait après pour justifier un certain nombre d'orientations. Je ne trouve pas, pour ma part, qu'il y a un substrat théorique très très consistant. Il avait une catégorie très importante qui était celle du temps sphérique. Bon, je dois dire, moi, elle m'a toujours paru assez fumeuse. C'est un peu tout est dans tout, le passé, dans le présent, dans l'avenir. Enfin bon, il se réclame de Saint-Augustin, mais en vérité, ça n'a pas grand-chose de rapport avec à voir avec la théorie de Saint-Augustin. Je ne suis pas pour ma part qu'il faille y accorder une importance très grande, et je ne crois pas qu'il se soit vraiment donné les moyens de déployer une théorie consistante, comme a pu le faire Boulez ou Stockhausen ou Pousser à la même époque. Donc je crois que ces écrits sont plutôt des écrits de circonstance et qu'il ne faut pas leur attribuer plus d'importance que de nécessaire. Donc on en vient au Requiem pour un jeune poète. La question, première question, de quel poète il s'agit? Alors il nous le répond lui-même, donc le plus simple c'est de le lire. Il nous dit, dans le Requiem, il n'est pas fait allusion à un poète en particulier, bien que trois poètes, Mayakovsky, Yetzin et Bayer, ressortent plus particulièrement dans l'œuvre, mais pour ainsi dire au jeune poète tout court, donc la figure typique, le jeune poète, tel que nous avons pu l'imaginer ces 50 dernières années dans ses relations multiples, à ce qui détermine sa situation spirituelle, culturelle, historique et linguistique, et par là même de notre situation européenne entre 1920 et 1970. Donc on voit bien, il s'agit finalement aussi d'un bilan des 50 années. 50 années, 1920-1970, en un certain sens, c'est la figure aussi du siècle court, on pourrait dire, puisque c'est quasiment entre 1917 et 68 qui nous occupe aujourd'hui. Alors il se trouve qu'en plus ces trois poètes, chose frappante, les trois poètes privilégiés seront tous suicidés. Ce qui n'est pas tout à fait par hasard, et ce qui apparaît même dans les textes du Requiem, puisque je vous donne quelques citations de Konrad Bayer qui interviennent directement dans le Requiem. Celle-ci, question qu'espérer, il n'y a rien que l'on puisse atteindre si ce n'est la mort, et on essaye d'ordinaire d'atteindre aussi vite que possible un but s'il est connu. Alors, je vous signale d'ailleurs, ça c'est une thèse de Sartre, qui est de dire qu'en général on suicide par impatience. C'est-à-dire, comme de toute façon c'est la fin, c'est la mort, bon l'impatience... Bon, et en filigrane derrière cet énoncé de Bayer, on voit très bien quelque chose qui profile le suicide. Un autre énoncé qui se retrouve dans les textes même mobilisés dans le Requiem. Contre ma nature, j'ai essayé d'adopter un point de vue optimiste. J'ai prétendu que la vie vaut la peine d'être vécue pour elle-même, que c'est stupide. Bon, évidemment, quand vous en êtes là, il n'y a pas beaucoup de conclusions autres que celle du suicide qui en découle. Par ailleurs, dans les soldats, dit Soldaten, le héros masculin, il y a deux figures, un héros masculin et un héros féminin, le héros masculin lui-même se suicide. Donc on voit, je veux dire, c'est une problématisation, on voyait quand même de la vie qui est très marquée par cette problématique-là. Que dire d'autre? Lui-même, en faisant... je ne sais plus quelles sont mes images, oui voilà, c'est ça. Il a inscrit le Requiem sous un nouveau genre. Donc pour lui, c'était un nouveau genre musical. C'est pas un opéra, c'est pas un oratorio, c'est pas une symphonie vocale, etc. C'est ce qu'il appelait un lingual. Et alors, il le donnait, voilà, cette caractérisation. Lingual pour récitant, soprano et basse solo, 3 chœurs. Alors au passage, 3 chœurs, ça fait que les effectifs sont énormes. Hein, je veux dire, moi j'ai été l'écouter quand il le donnait au Châtelet. Enfin, vous avez une centaine de personnes. Enfin, c'est absolument énorme. Et il y a un contraste, vous allez voir, entre la quantité de moyens musicaux convoqués et ce qu'on demande à ces moyens musicaux. Bon. Par exemple, à la fin, quelle que soit la partition que je vous ai montré, le côté, disons, harmonique, on a l'impression quand même que c'est 100 personnes qui hurlent à plein poumon la même chose. Enfin, c'est plutôt un bloc plutôt qu'une situation diversifiée. Son électronique, donc il y a une bande, orchestre, jazz combo et orgue, d'après les textes de différents poètes, rapports et reportages. Et la définition qu'il donne de lingual, c'est pièce parlée. Bon, alors, ceci me paraît un peu énigmatique, on va dire, dans le nouveau genre, mais je vais essayer de thématiser pourquoi la question, pour lui, en tout cas, d'un nouveau genre, même si, en quoi le supposé lingual est un nouveau genre musical, est une question qui, pour moi, reste assez opaque. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en tous les cas, il y ait cette idée d'un nouveau genre. Alors, l'œuvre elle-même,
Alors, autre chose, les textes qu'il mobilise sont tous des textes ultimes, des textes terminaux. Ce sont les textes posthumes de Wittgenstein. C'est le dernier discours de Dubček en 68, donc justement au moment de l'occupation par le pacte de Varsovie. C'est la fin d'Ulysse de Joyce, le fameux monologue de Moody Blunt, Yes, Yes, sur le oui. La fin de Finnegan's Wake, du même Joyce. Le dernier poème de Mayakovsky. Le dernier sexe du poète Conrad Bayer, qu'espérer, dont je vous ai donné. Et même le prologue, qui est la première partie, s'achève sur l'Apocalypse, qui est elle-même, qui compose le dernier livre de la Bible. Donc on voit aussi une tonalité, vous voyez, qui est très très occupée par la fin d'une vie. Et donc un climat quand même véritablement assez sombre. Alors le plan de l'œuvre, mon but c'est pas de vous faire une analyse de l'ensemble de l'œuvre, mais je vous le donne quand même rapidement. C'est en 4 grandes parties, un prologue, un requiem, requiem 2 lui-même partagé entre différentes séquences, et le dernier qu'on a entendu pas tout à fait en entier, mais on a entendu la fin, le Dona Nobis Pacem. Vous voyez, l'ensemble fait un peu plus d'1 heure. Là, vous avez les durées théoriques et les durées dans l'interprétation de Michael Gillen, qui est celle que j'ai retenue. Il y en a sinon ces 2 interprétations qui sont disponibles sur le marché ou sur Internet en tout cas. Je ne m'étends pas là-dessus, je mettrai le texte sur Internet si vous voulez vous référer. Le but, ce n'est pas de faire une intervention savante, mais plutôt d'essayer de creuser la chose un petit peu en pensée. Alors, qu'est-ce qu'il met en scène finalement qu'est-ce qu'il met en scène finalement des situations, on va dire, oppressantes et atones. La guerre, alors je vous lis mon texte, comme ça c'est plus simple. La guerre est prise comme paradigme de situation dans lequel des gens qui y sont plongés contre leur gré ne peuvent soutenir aucun point qui leur serait propre. Alors c'est déjà très frappant, parce que ça veut dire que la guerre est prise à l'inverse de sa thématisation habituelle. En général, la guerre est prise comme un moment de clarification des choix. C'est tout l'inverse, il faut bien se rappeler. La guerre, c'est un moment justement où d'une façon, chacun a à se prononcer de manière assez claire. Je prends les armes, je ne prends pas les armes, de quel côté je me mets, etc. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de gens qui en appellent à la guerre d'une façon comme un moyen de clarification subjective. Dans une situation absolument confuse, on en vient à la guerre parce que là, les choses sont prononcées. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'anciens combattants, il faut quand même se le rappeler, y compris dans les grandes figures, celle de René Char, considère que la guerre, ça a été un moment de subjectivation extrêmement important et de clarification des orientations. Donc, d'habitude, au contraire, la guerre, enfin en tous les cas, particulièrement pour la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même celle qui nous occupe, puisque la Première Guerre mondiale, c'est autre chose, mais il ne l'a pas connue, c'était un moment, au contraire, de clarification subjective, dans lequel on sait ce que l'on a à faire, ce que l'on fait, et on sait ce que vaut chacun. Bon. Alors pour lui, c'est exactement l'inverse. C'est ça qui est assez frappant. Pour lui, c'est un moment de fatalité et non pas de liberté, un moment d'écrasement et non pas un moment de décision. Alors on peut comprendre, évidemment, dans sa situation personnelle, puisque précisément, il s'est trouvé dans l'armée nazie sans capacité propre. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas une impossibilité de structure. C'est quelque chose, visiblement, dont il a dû porter la culpabilité toute sa vie, à mon avis, surtout avec une éducation catholique. Et finalement, ce qui est frappant, c'est que Zimmermann le généralise à toute guerre, parce que dans Die Soldaten, on est confronté à une espèce de guerre générale. Et ceci va être directement lié à notre propos, c'est que dans la guerre, je dis dans la guerre en général, puisque Zimmermann, d'une façon, va nous parler Die Soldaten, etc., de la guerre, on ne sait même pas de quelle guerre il s'agit en vérité, il y a toujours l'idée que c'est à peu près pareil qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Qu'on soit combattant d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Comme si dans la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose de se retrouver avec les armes à la main du côté des Allemands, du côté, en l'occurrence des nazis quand même, ou du côté des Anglais, des Français ou des Russes. Ce qui est quand même invraisemblable. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Alors qu'on le dise sur la Première Guerre mondiale, je veux bien, mais pas sur la Seconde Guerre. Bon. Alors, c'est une chose qu'on trouve déjà dans les soldats. Je m'étends pas, mais la guerre est traitée en bloc. La fin se fait sur des images de défilés ininterrompus de soldats morts à la guerre. C'est l'intitulé même des soldats. Ce qui fait qu'on a l'impression que toute guerre est une espèce de confusion générale au lieu d'être un moment, encore une fois, de clarification. Je vous donne une seule citation de lui. On n'a pas le temps de les lire toutes. Je voudrais rattraper un peu le temps. Mais c'est à propos des soldats qu'il le donne. La conception dramatique du sujet, la fatalité implacable d'une situation dans laquelle sont poussées par l'infamie et les bassesses humaines les personnes impliquées sans que ce soit vraiment de leur faute. Ce qui m'enthousiasme dans la pièce de Lenz qui nous sert pour les soldats, n'est pas tant le drame des classes, l'aspect sociologique ou la critique sociale qu'on ne peut pas ne pas voir dans la pièce et qui sont grandioses à leur manière, mais au contraire le fait que des hommes
tels que nous pouvons en rencontrer à toutes les époques et tous les jours, qui au fond sont innocents, sont réduits à néant dans une situation exemplaire, ici conditionnée moins par le destin que par la constellation fatale des caractères et des circonstances. Donc vous voyez, la guerre est prise vraiment comme emblème de l'écrasement subjectif et non pas celui qui porte la subjectivité, au contraire, à son paroxysme. Alors, dans le Requiem, ceci va se donner dans le fait qu'on va avoir un ensemble de citations, et je vais prendre comme exemple, si mon ordinateur veut bien passer à la page suivante, merci, le début de Dona nobis pacem, qui est donc la fin, où on va se retrouver avec un ensemble de citations, je trouve pour ma part invraisemblable, parce qu'on a à la fois des citations musicales, bon, Beethoven et les Beatles, mais politiquement, on va avoir, là je vous l'ai indiqué, c'est les mesures en couleur, vous n'allez pas pouvoir le suivre, mais justement, c'est assez frappant qu'on ne puisse pas le suivre, on se retrouve en même temps avec des citations qu'on ne peut pas discerner, qui ont le même caractère sonore, de von Ribbentrop, qui est un communiqué militaire de la DCA allemande, une citation de Goebbels, puis de Reimer, qui était le procureur allemand nazi, enfin bon, une citation de Churchill et une citation de Staline. Donc on a des gens, vous voyez, de tous horizons qui sont confondus dans une espèce, comme si finalement ils relevaient, somme toute, de la même configuration, alors que, encore une fois, tout l'époque est l'embrasement provoqué par les nazis et la lutte contre les nazis. Alors je vous fais entendre ça rapidement, simplement pour que vous ayez une idée quand même du climat. Beethoven, mesure 2, hein. Alors, on ne sait plus qui gueule qui, enfin, je veux dire, justement, c'est le bordel, quoi. Hein. Bon, je prolonge pas parce que le but n'est pas là. Vous voyez, c'est la guerre, c'est une espèce de tumulte dans lequel on comprend rien, quoi, en gros, et dans lequel on est écrasé. Bon, alors ça, c'est évidemment la subjectivité propre de Bernd Alois liée à son histoire. Alors, la question musicale que ça pose, parce qu'on est là pour traiter la question musicale, si vous voulez, mon écoute de cette œuvre, c'est que le Requiem entreprend de mesurer la puissance de la musique à celle des bruits tourmentés d'un monde empli de fureur. La musique sera-t-elle être à hauteur de la sonorité confuse et emmêlée d'un monde en proie au conflit de toute nature? À mon avis, c'est cette question-là, la question compositionnelle pour Zimmermann. Soit encore la question suivante, qui nous intéresse aujourd'hui au premier chef, si la musique n'opère pas de manière autarcique, si elle est bien en état d'écouter les sons venus d'ailleurs, singulièrement ceux qu'émettent les hommes lorsqu'ils s'empoignent, a-t-elle alors la puissance d'incorporer ces sonorités à son monde propre, de les laisser traverser ses œuvres et de les accompagner? Ou encore, comment composer une œuvre pleinement musicale qui sache donner droit sonore au bruit des manifestations, aux voix politiques de toute nature? En ce point, la réponse du Requiem me semble buter sur un obstacle, car l'œuvre va maintenir séparées les voix politiques et les voix musicales. C'est ça la thèse que je soutiens. Ceci peut s'entendre de deux manières. D'abord, les voix politiques ne sont pas musicalement modifiées, elles sont données telles quelles. Elles ne sont pas modifiées soit en leur sonorité, soit en leur continuité discursive. À chaque fois, on a des phrases qu'on est capable de suivre pour peu qu'on l'entende correctement. Ensuite, les voix musicales de l'autre côté ne se rapportent pas vraiment à ces voix politiques, ou ne s'y rapportent qu'en faisant elles-mêmes silence, comme pour mieux les écouter. C'est comme si le seul rapport de la musique à ces voix politiques, en vérité, était ultimement de faire silence, de se taire pour les écouter. Alors, il existe pourtant, à mon avis, trois manières musicales de synthétiser les voix. Là, je parle en termes de synthèse musicale et pas de synthèse sonore. Premièrement, par le rythme. En rythmant musicalement la voix venant de l'extérieur, en sorte de la faire entrer en rapport rythmique avec les voix directement musicales. Vous pouvez rythmer une voix parlée en lui faisant émettre, par exemple, «
pam, 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 vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas quoi. Vous voyez, la rythmer en sorte d'inscrire la voix parlée à l'intérieur même d'un schème rythmique qui est un schème directement musical. Première manière. Deuxième manière, par le timbre, en colorant son timbre, en sorte de l'articuler à l'harmonie timbre de la musique proprement dite. Il se trouve par exemple que je l'ai fait dans une de mes œuvres mixtes, une œuvre qui s'appelle Duel, ce qu'on fait techniquement avec un vocodeur de phase, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous transformez la voix en changeant son timbre de telle manière que vous puissiez l'intégrer dans un spectre sonore. Deuxième manière, par le timbre. Troisième manière, par le silence, en lui imposant une posture maximale d'attente subordonnée, c'est-à-dire une annulation phénoménale. Je dis annulation phénoménale parce que pour ceux qui voudraient regarder, finalement, on retrouve là trois grandes opérations mathématiques des algèbres de Haitink, dont il se trouve qu'Alain Badiou a montré que c'était les trois formes de synthèse phénoménale. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard si on tombe sur rythme, timbre, silence, comme trois manières, on va dire, d'intégrer dans une même logique phénoménale, en l'occurrence pour nous une logique musicale, des choses, des voix politiques qui viennent d'ailleurs, évidemment, et qui ont comme caractéristique principale, non pas leurs caractéristiques sonores, mais leurs caractéristiques signifiantes. Alors, dans son requiem, Zimmermann délaisse la synthèse musicale par le rythme et par le timbre pour n'user que celle du silence. C'est-à-dire que finalement, dans ce requiem, les voix musicales n'entrent en rapport véritable avec les voix politiques qu'en faisant silence, comme pour mieux les écouter, sans arriver véritablement à parler entre elles. Les voix musicales font ainsi exemplairement silence pour écouter les voix politiques à la fin du requiem, au moment qu'on a entendu tout à fait au début, spécifiquement quand se font entendre d'ailleurs les voix politiques des manifestations de 68. À ce moment-là, tout le chœur, tout l'orchestre se tait pour ne faire plus qu'écouter cela. Je le rappelle, Zimmermann aurait pu rythmer ses voix pour les articuler à un discours musical lui-même rythmé. Il aurait pu également les colorer, changer leur timbre, pour les articuler cette fois à une couleur harmonique générale. Or, Zimmermann a pris le parti musical de ne pas toucher aux voix politiques, de ne pas toucher à leur qualité sonore et à leur continuité discursive. Il a pris le parti de ce qu'à la suite de Deleuze, on peut appeler une synthèse disjonctive entre voix politique et voix musicale, une sorte d'alternative. Alors le point, à mon avis, qui est fondamental, c'est que ce parti pris représente, à mon sens, un véritable suicide musical. C'est ça que je veux thématiser. C'est-à-dire que la musique, dans cette affaire, se défait de ses ambitions propres au profit d'une pure et simple soumission à une logique discursive qui n'est pas la sienne, la logique discursive des textes politiques en l'occurrence, et cette soumission conduit ultimement à ce qu'elle fasse silence plutôt qu'elle n'engendre de nouvelles sonorités. Cette impuissance de la musique dans le requiem à se tenir à hauteur des voix du monde, à dialoguer à armes égales avec elles, à les intégrer dans son propre monde en leur donnant droit d'existence autonome tout en les modelant, cette impuissance culmine en cette fin du requiem en un long silence musical qui ne peut plus être conclu que par un cri d'appel au grand autre, somme toute à Dieu, puisque Dona nobis pacem, ça s'adresse quand même à Dieu, finalement, le seul truc c'est donne-nous la paix, puisqu'on est dans une synthèse disjonctive, donne-nous la paix. On attend toujours la réponse, évidemment. Mais cette impuissance est, à mon sens, à l'œuvre tout au long des quatre parties, et un symptôme frappant réside dans la maigreur du matériau musical mobilisé par des effectifs pourtant plantureux. Ce n'est pas simplement que la fin soit un suicide musical. Au passage, c'est à mon avis la seule œuvre musicale que je connaisse dont on puisse dire qu'elle se suicide sous les... Moi, c'est vraiment comme ça, je l'ai ressenti quand je l'ai vue en concert, qu'elle se suicide sous nos oreilles. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un choc, si on entend bien, de supporter cette œuvre-là, parce que c'est vraiment comme si vous aviez quelqu'un qui se suicide devant vous. Enfin, moi, j'ai mis 15 jours à m'en remettre. Du point de vue en plus de l'ambition musicale, parce que c'est une ambition musicale qui est absolument passionnante, de savoir est-ce que la musique est à hauteur du bruit du monde. Et le résultat, c'est non, cette œuvre-là, moi Requiem, je n'en suis pas capable. Et d'ailleurs, comment ça se donne à la fin, c'est que finalement, je fais silence, j'ai convoqué quand même des centaines de musiciens, ils la ferment pour simplement écouter les bruits des manifestations, en plus dont on n'y comprend rien et qui sont d'une qualité sonore très médiocre, parce que pour un compositeur, c'est insupportable, je trouve. Enfin... Bon, et ce que je veux dire, c'est que cette conclusion, d'une façon, est déjà un peu dans les prémices du Requiem, et moi je la vois dans un contraste très frappant entre l'ambition musicale, les moyens convoqués et la maigreur du matériau. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais si vous regardez la partition, c'est une chose qui m'a sidéré quand vous l'ouvrez, c'est que c'est d'une maigreur confondante. Enfin, je veux dire, il y a des notes, bon... alors ça, c'est mes synthèses, mon truc, je suis en retard sur mon exposé, enfin, peu importe. J'ai pas le temps de vous faire entendre le début, mais il y a, je ne sais pas si vous en rendez compte, enfin voilà, bon, ça dure, il y a un accord qui s'étale, il y a une sorte d'affaiblissement, d'implosion du matériau musical qui se donne dans l'écriture et qui inscrit très tôt cette impuissance qui, à mon avis, aboutit au suicide.
Et je tiens donc que c'est, encore une fois, la seule œuvre musicale que je connaisse qui se suicide. Ce qui est pour moi, évidemment, qui suis intéressé au rapport de la musique et de la politique, évidemment une catastrophe, un désastre, un désastre. Donc, je terminerai simplement pour vous indiquer que bon, on ne le fait pas entendre, que pour moi, il s'agit de relever ce défi musical et que donc j'ai le projet, j'en profite pour en parler rapidement, mais de faire une tétralogie. Au départ, c'était un opéra, c'est devenu une tétralogie pour dans 10 ans, pour les 50 ans de 68, mais qui comporterait un prélude, bon, une symphonie vocale liée à un épisode, ce qui est passé le 21 février 68, une cantate liée à ce qui s'est passé le 1er mai 68, un madrigal dramatique qui portera sur les rapports entre les étudiants et les ouvriers à partir du 6 mai, un opéra en un acte qui conclura la journée à travers la réunion des militants, la suite, et un post-lune, et que le prélude, précisément, selon moi, devrait être la fin du requiem de Zimmermann. C'est-à-dire repartir de ça, en sorte de ne pas prendre acte du fait que ce défi lancé à la musique par Zimmermann, encore une fois, je vous redis, mon hypothèse, c'est est-ce qu'on peut composer, dans une époque tumultueuse, une œuvre musicale qui soit à hauteur des bruits du monde, c'est-à-dire à la fois qui les incorpore, qui les ignore pas, mais en même temps face à laquelle la musique ne se soumette pas, c'est-à-dire continue d'affirmer ses lois propres, et donc sa capacité de l'intégrer. Si ça aboutit à un suicide, c'est pour moi une catastrophe, un désastre, et donc essayer de relever ça en repartant de la fin du Requiem et en emmenant ça un peu autre bout, ce qui est une autre manière de reprendre le thème dont j'ai déjà parlé ce matin de Parsifal, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup, puisque Parsifal, encore une fois, pour moi, est la figure justement de celui qui vient face à un processus ensablé moribond, dans l'histoire de Wagner, les chevaliers du Graal, etc., qui, à cause de la désertion d'Amfortas, etc., sont enfermés dans leur truc, et puis qui, avec une certaine naïveté d'ailleurs, justement, va rebrandir les emblèmes et réactiver un processus moribond. Bon, il me semble que le Requiem nous pose cette question, est-ce qu'on peut réactiver ce défi et au lieu qui mène la musique au suicide, au contraire, la relancer. Et au total, je veux dire, bon, c'est quelque chose qui m'attache à Zimmermann de manière très très forte parce que c'est une personnalité, comme je l'ai rapidement indiqué, excusez-moi, là je fais tout ça vraiment au lance-pierre, mais extrêmement attachante, extrêmement touchante, y compris justement par le fait qu'elle va jusqu'au suicide, donc c'est pas du tout un faiseur, c'est pas quelqu'un qui fait carrière, etc. Et en même temps, encore une fois, ce désastre final est pour moi un défi pour relever Zimmermann, on va dire, de cette impasse. Je vous remercie. Non, on parlait de Zimmermann et en fait j'avais deux remarques. Une, mais qui concerne plutôt Bert Alois et pas sa musique, et qui est de prendre en compte quand même d'abord le journal qu'il a écrit pendant la guerre, qui est intéressant à lire, où il se débat avec ça, et deuxièmement ce que c'est qu'une éducation dans un état totalitaire, si vous voulez. Il n'y a effectivement pour quelqu'un à 17 ans, à 15 ans, à 14 ans, il n'y a pas d'espace. C'est pas du tout comme on ne peut pas projeter le côté collaborateur ou résistant de la situation française sur quelqu'un qui est embrigadé à 17 ans dans une guerre. Il n'en reste pas moins vrai que pour lui cette situation, il y trouve sa jouissance au fond, et qui est une jouissance négative, et qui effectivement ça explique ce qui est un échec absolument de cette musique auquel je crois aussi. Enfin. C'est là où on n'est pas tout à fait d'accord, parce que moi je pense d'abord qu'à 17 ans on pose des actes libres. Non, à Cologne, un catholique ne pose pas des actes libres. Non, ça c'est pas vrai. Enfin, non, mais ça, objection, justement, objection, votre honneur. Ça, je ne suis ça pas... arrive. Pardon ? Vous avez cité un exemple de quelqu'un qui avait refusé... Non, mais c'est Bonhoeffer, bon, c'est le théologien allemand, etc., qui a une autre histoire, etc. Un protestant est installé. Non, mais je veux dire, je ne veux pas faire des leçons à personne. Je ne sais pas moi-même ce que j'aurais fait. Donc là, je ne suis pas là pour... c'est abject de taper sur les gens. C'est pas ça. Je tiens comme un principe que dans ce genre de situation, d'autant que c'est des situations qui requièrent des positions, on se rend compte qu'historiquement, les gens posent des actes. Et que dans n'importe quelle situation... Je prends toujours, moi, cet exemple extrême, qui m'a quand même sidéré. C'est que, je me oublié son nom, qui est cité dans le film Shoah de Lanzmann, un type qui est dans la chambre à gaz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Il y a un juif qui est dans les commandos qui charge des... Bon. À un moment donné, il en a marre de ce travail abject. Il rentre dans la chambre... Il a son village qui rentre dans la chambre à gaz.
Et il en a marre, il dit, bon, je rentre avec vous, je vais mourir avec vous. Et à ce moment-là, il y a une femme dans la chambre à gaz qui lui dit, non, toi, tu ne dois pas rester là, tu dois sortir pour aller témoigner. Exemple extrême, hein, mais enfin, je veux dire, qui vaut par procuration. C'est-à-dire, même dans la chambre à gaz, exemple extrême, hein, mais enfin, je veux dire, qui vaut par procuration. C'est-à-dire, même dans la chambre à gaz, vous pouvez encore discuter, voyez, sur les actes, qu'est-ce que vous pouvez faire, puisque là, bon. Donc, ce que je tiens, c'est un point de principe, vraiment de principe, c'est que dans n'importe quelle situation, vous avez quand même des choix à faire. Bon, lui, il n'a pas pu le faire, je ne suis absolument pas là pour le condamner, mais il n'a pas pu le faire, il n'a pas trouvé les moyens, et justement, précisément, il savait, moi je crois, qu'il aurait dû trouver les moyens, qu'il n'a pas su le prendre, et que tout ceci a pesé sur sa vie, sur ce brave Bernd Alois, justement, qu'il a vécu comme une croix, c'était sa croix. Mais c'était sa croix, précisément, et c'était pas, bon, c'est ça simplement ce que je veux dire. C'est resté une croix, quoi. Eh bien oui, mais parce que lui, à mon avis, était dans le vrai, dans la vérité de la chose. Il savait bien que là, il y avait quelque chose qu'il n'a pas su trouver. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il aurait pu faire, mais bon. Et puis, deuxièmement, non, après, il y avait une autre discussion qu'on avait, mais parce qu'elle est assez intéressante à d'autres titres, c'était la comparaison ou non avec la figure de Job de l'Ancien Testament. Et il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, on a réactivé aujourd'hui la figure de Job, en particulier un bouquin d'Antonio Negri. Donc il y a un certain nombre, il y a eu toute une opération. Enfin, bon, mettons. Non, il y a une opération Job exactement qui était de réhabiliter, enfin je veux dire de mettre, comment dire, les anciens de 68 qui vont se flageller en disant, c'est le cas de Negri quand même, de renier quand même une partie des choses sous couvert de la figure de Job, d'une certaine interprétation de la figure de Job. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et à mon avis, d'ailleurs, Negri, mais bon, ça c'est un tout autre débat, prend pas l'histoire même de la figure de Job au sérieux. Donc je ne suis pas en tous les cas d'accord, moi, je ne serais pas d'accord pour dire Zimmermann, c'est comme Job, enfin, avec toutes les réserves. Bon. Et ça serait intéressant d'avoir un débat sur de quoi il est question dans Job. Au passage, parce qu'à mon avis, ça a à voir avec ce que nous a dit Berriot, c'est très intéressant parce que la figure de Job, selon moi, c'est une figure justement qui va dire la foi en la transcendance doit être détachée de tout sens. La religion, c'est celle qui essaye de donner un sens à la chose. Et au passage, tout ceci est absolument connecté à ça parce que Bonhoeffer a été, comme Karl Barth, un des théologiens qui ont essayé de dissocier la foi de la religion, pour ceux qui connaissent. Justement en disant la religion, c'est la problématique du sens, et une vraie foi, elle n'a pas à chercher du sens. Or, ce qui m'a assez frappé dans le propos de Berriot, mais là je fais, c'est que lui, quand il connecte musique et politique, c'est avec l'idée de production d'un sens. Or, toute la question, c'est donc de savoir est-ce qu'on doit orienter la pensée en fonction du sens ou en fonction de vérité, on va dire. Ce point traverse, à mon avis, les problématiques croyantes, qui n'est pas la mienne, mais qui est sens et vers religion et foi, non ? Et toute la question de Job, c'est que justement, tous ces petits copains viennent lui dire, écoute, si t'es planté, etc., ça doit avoir un sens. Alors, en gros, ça doit avoir un sens, c'est quoi ? C'est la culpabilité. Parce que finalement, la culpabilité, c'est à ça que ça sert. Au moins, ça vous donne un sens. Et Job dit, non, mais ça n'a aucun sens. Comment moi, je suis juste ? Il n'y a aucune raison. Je ne veux pas condamner Dieu, il est juste, mais moi, je suis juste. Et puis, à la fin, il y a quand même Dieu. Bon, on est dans la fiction, hein. Dieu qui dit, c'est Job qui avait raison. C'est Job qui avait raison. C'est-à-dire, c'était Satan qui était celui qui tenait la problématique de la religion, c'est-à-dire la problématique du sens, tout a un sens, tout doit avoir un sens, etc. Voilà, donc vous voyez, il y a derrière aussi tout ça la question de savoir si ça doit être ordonné à une production de sens ou non. Ou est-ce que, si on n'est pas dans une production de sens, est-ce qu'on est condamné au nihilisme, ce qui est en fait un peu le point de vue de Zimmermann, ou non. Or, on n'est pas du tout, justement, on peut tenir que la vraie problématique nihiliste, c'est celle, justement, qui se donne du sens, c'est-à-dire celle de la religion, et qu'il y a une autre figure qui est celle de tenir production de vérité, qui n'a rien à voir avec ça. Donc c'est pour dire que Zimmermann, c'est pas Job, parce que Job justement refuse la problématique du sens pour tenir la problématique de la vérité, évidemment, qui dans sa figure croyante est une figure paradoxale, comme dirait de Lubac, c'est-à-dire incompréhensible avec un mystère, mais au moins il tient qu'il y a vérité à la fois du fait qu'il est juste, que Dieu est juste, qu'entre ces deux justices il y a incompatibilité, et qu'il ne faut pas y chercher à donner du sens là-dedans, parce qu'on est foutu. Enfin bon,